آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la discrimination. En effet, la discrimination raciale est pratiquée à maints endroits à travers le monde. Et aujourd'hui encore, elle continue malheureusement de l'être. Alors, avec mes invités, que je me fais d'ailleurs le plaisir de vous les présenter, Monsieur Charmant, bonjour. Bonjour, Monsieur Bignum. Merci de nous faire l'amitié d'être ici. Encore un plaisir d'être sur ce plateau. En face de vous, vous avez Monsieur Akono. Bonjour, Monsieur Akono. Bonjour, Monsieur Ahmed Binumba. Merci de nous faire le plaisir et l'amitié, encore une fois, de venir échanger sur cette thématique qui est très pointue. Hein. Non, mais c'est toujours un plaisir de partager son opinion et diffuser la modeste connaissance que Dieu nous a facilitée. Bien, alors aujourd'hui nous abordons la question de la discrimination raciale dans le monde ou à travers le monde. Monsieur Akono, est-ce que vous pouvez nous rappeler le sens étymologique de ce mot, discrimination? Bon, ici, d'après le dictionnaire Larousse, donc discrimination vient de discriminatio, discriminationis, donc du latin, et qui renvoie à l'action de séparer ou de distinguer des individus ou des choses en fonction de certains critères. Donc ici, ça peut être, si nous prenons le cas d'une population, on va peut-être séparer, distinguer par rapport à l'âge, par rapport au sexe, par rapport à la pigmentation de la peau, par rapport au statut social, par rapport à la fortune ou par rapport à la lignée. Donc, ou à la religion aussi. Ou à la religion également, éléments culturels, ou à la société secrète à laquelle on appartient. Donc à partir de là, on va discriminer ceux qui ne remplissent pas les mêmes critères qu'un groupe bien déterminé. Monsieur Charmant, alors il vient de nous donner un peu cette définition étymologique de ce sens ou de ce mot, cette expression. Quels sont les types de discrimination que nous pouvons recevoir ou que nous apercevons à travers le monde? Bien, il y a plusieurs types de discrimination. Comme Monsieur Akono l'a si bien dit, c'est le fait de séparer quelque chose de ce qui du cercle auquel vous n'appartenez pas. En un mot, nous avons, du point de vue économique, la discrimination économique à travers les embargos. Un pays qui ne respecte pas des clauses internationales est sanctionné. Vous voyez que ça, c'est une forme de discrimination. C'est dans le domaine économique. Dans le domaine économique. Et maintenant, dans le domaine politique. Dans le domaine politique, c'est... on peut nommer, par exemple, une décision est sorti, mais il y a des gens qui ne sont pas régis par cette décision. On va prendre le cas des nominations par la géopolitique, par exemple. Nomination géopolitique, il faut nommer les gens de mon bord parce que j'ai pris le pouvoir. Et du point de vue social, c'est de voir des communautés marginalisées par d'autres. Monsieur Akono, qu'est-ce qui peut être à l'origine de la discrimination raciale dans le monde? Bon, ici, c'est comme il a si bien dit, le fait de séparer des personnes ou bien des individus qui n'appartiennent pas au même cercle. Donc ici, à l'origine, déjà, chaque communauté
est appelé à se protéger. Donc c'est cette crainte de l'autre, à mon humble avis, qui va mettre en place des mécanismes de discrimination. Donc on va commencer par exclure tous ceux qui ne sont pas de telle obédience, tous ceux qui ne sont pas peut-être de telle région. Donc ici, là, je peux dire que la discrimination est le propre de l'homme. C'est-à-dire que chaque société a peur de subir les influences extérieures. Et pour cela, il faut mettre en place des lois discriminatoires où l'on va réduire l'accès à un certain bien-être ou l'accès à l'autorité ou à l'exercice du pouvoir à la grande masse et ne préparer qu'une élite qui aura accès à cela. Si nous prenons par exemple l'histoire de la Grèce antique avec la démocratie, on a une structure sociale verticale, même dans nos sociétés. Donc on a une structure sociale où à la base nous avons les esclaves, nous avons les citoyens, nous avons d'abord les esclaves qui n'ont aucun droit, nous avons des hommes libres, c'est-à-dire sont des étrangers qui viennent d'autres cités et qui résident dans une cité qui n'est pas la leur. La même chose dans nos villages, dans l'organisation bantou, nous avons les esclaves, les hommes libres et au sommet nous avons en quelque sorte les nobles. Les nobles ici qui ont tous les droits et ce sont ces nobles-là dans la démocratie athénienne, donc les natifs d'Athènes, tout comme dans nos villages, les natifs du village qui avaient le droit d'exercer le pouvoir politique et militaire. Et les hommes libres et les esclaves, y compris également les femmes, étaient en quelque sorte des sujets de seconde zone. Et le tout était pour protéger, selon eux, la cité de toute influence extérieure dans le souci de maintenir l'hégémonie politique et économique et l'originalité même du peuple. Et c'est également ce qui a guidé, lorsqu'on essaie de voir l'histoire avec Mein Kampf de Hitler, il a prôné la supériorité de la race allemande et qu'il fallait la séparer, la distinguer des autres pour préserver l'originalité. Donc, dans chaque peuple, nous aurons en fait la mise en place de ces mécanismes discriminatoires dans le souci de protéger la race, de protéger la souche nationale. Même dans nos États modernes, il y a souvent cette discrimination. Il y a certaines fonctions qui ne sont pas réservées aux étrangers. Il y a certaines fonctions qui ne sont pas réservées à certaines personnes qui n'ont pas un certain niveau de vie. Et dans d'autres États également, on regarde aussi la lignée. Il est de quelle descendance? Est-ce que sa descendance lui permet d'occuper telle fonction? C'est le cas de l'Inde, où la société elle est structurée en caste. On est dans une caste et on y demeure jusqu'à la mort. On ne peut pas changer de caste, ce qui est différent du fait de changer de classe. Donc toute société a mis en place des mécanismes discriminatoires. Oui. Bien, bon, moi je dirais que ce qui est à l'origine de la discrimination qu'on observe un peu partout, il y a d'abord l'accumulation des richesses de la part de ces populations. Non, ce sont ces populations qui viennent influencer ceux qui sont déjà en place. S'ils accumulent des richesses, c'est déjà une crainte. En dehors de ça, ils augmentent leur population. C'est-à-dire qu'ils étaient un petit groupe, mais on voit que la structure augmente. Plus encore, ils commencent à revendiquer quand même leurs droits puisqu'ils sont dans la communauté. Ils font pratiquement le développement de la communauté. Et c'est au fur et à mesure que leurs richesses s'étendent, leur population s'étend, je pense qu'ils doivent avoir des droits à réclamer et on bute souvent sur ce principe de droit-là, puisqu'on va leur réclamer des années d'appartenance. Oh, vous étiez étranger, mais vos enfants... à la 10e génération, voilà, il faut attendre 10 générations, 5 générations. Mais on ne peut pas, puisqu'on est dans un pays de droit. On dit qu'un enfant étranger, normalement, qui naît sur le territoire national, doit réellement avoir la nationalité. Bon, je ne sais pas si ce principe est appliqué dans notre pays. Mais... hormis ces deux éléments, nous avons, par exemple... la discrimination raciale, et même culturelle. Hein. On ne veut pas, on repousse telle culture
parce que, voilà, on ne la connaît pas, elle est nouvelle. Et au niveau de nos relations quotidiennes, voilà, parfois on discrimine un étranger puisqu'il a commis un tort, mais il doit être jugé comme la loi le dit. Oui, mais comme excusez-moi, je vais vous relancer. Lorsque vous prenez le cas d'un étranger qui commet un forfait dans un État et que ce dernier, normalement, devait être jugé selon la loi de ce pays. Mais nous constatons aujourd'hui que on voit avec les États-Unis, où si un Américain commet un forfait à l'extérieur, il ne doit pas être jugé selon la loi de ce pays, mais selon la loi américaine. Vous voyez un peu? Bien, je pense que les États-Unis étant la première puissance mondiale, s'ils ont adopté... Ah, donc c'est elle qui doit nous imposer alors? S'ils ont adopté ces lois-là, je pense que tous les États dans le monde devaient l'adopter. Mais c'est la chose que tout le monde ne comprend pas au niveau de les droits de l'homme de l'ONU. Oui, voilà, nous allons même ouvrir cette brèche un peu où parler de cet organisme international qui est l'ONU. Et nous constatons que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 1er, où il dit que tous les hommes naissent égaux devant tout ce que nous savons, mais nous constatons que sur les faits, cela n'existe pas. Et que cette même organisation est souvent taxée même de foi, comment vais-je dire, de venir tordre même la dignité humaine à travers les actes que nous voyons ici. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, étant donné que ça c'est ce qu'on a appris pendant toutes nos études en fac. Effectivement. Sachant très bien que tous les pays cotisent, ont des quotas de redevances à l'ONU pour faire fonctionner la structure, le pays qui cotise le plus et à la plus grande part, ce sont les États-Unis. Alors, si moi, je vous donne assez d'argent, je peux influencer vos décisions. Oui, et donc, alors l'organisation ne devrait pas avoir un œil sur des méfaits. Ce que l'organisation devait faire. Sur les droits de l'homme. Justement. Bafoué pour corriger cela, on va essayer de mettre une solution. Ce que l'organisation devait faire, oui, c'est de donner le même quota à tout le monde. Un quota qui permet d'alléger et de donner un droit de veto. Parce que si l'ONU a eu à mettre en place des droits de veto, ça veut dire que il y a des pays qui sont privilégiés plus que d'autres. Ouais. Donc, voyez-vous que les États-Unis ne peuvent que brûler la loi et ne peuvent qu'imposer sa vision de leur vision par rapport à leur population. Monsieur Akono, nous avons vu l'actuel président français, il n'était pas encore président, il était candidat en Algérie, où il a reconnu quand même que la France aurait commis des bavures en Algérie. Il a présenté des excuses. En un mot, aller dans ce sens pour apaiser les tensions entre le pays, entre l'Algérie et la France. Mais nous constatons que depuis que l'Afrique noire a subi la colonisation et d'autres bavures sur les droits de l'homme, les Nations Unies n'ont jamais condamné cela. Bon, ici, il faut comprenons déjà que les Nations Unies ont été conçues sur la base d'une discrimination. Parce que lorsque nous sortons de la conférence de Yalta, en Crimée, c'est à partir de là en fait, que la nouvelle gouvernance du monde d'après-guerre est définie. Il n'y a que 3 États. Alors que le monde ne se limite pas à 3 États. Lorsqu'on parle de la guerre mondiale, donc c'est que... Il y a eu la conférence de Potsdam qui est venue confirmer. Ensuite, la conférence de San Francisco qui acte la naissance des Nations Unies. Mais les Nations Unies sont d'abord la volonté de 3 puissances. La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'URSS, l'ex-URSS. Donc, il y a d'abord cette discrimination que De Gaulle va même critiquer pendant tout son mandat.
il critiquera cela, qu'une telle institution, d'accord, qui devrait représenter la gouvernance mondiale, en fait, aura des points de fragilité. Donc aujourd'hui, l'ONU a du mal à jouer son rôle, notamment lorsque nous posons la question de l'Afrique noire. Elle avait déjà été posée, elle avait été également soutenue par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il fallait, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, permettre aux anciennes colonies, aux colonies d'accéder à leur indépendance. L'Inde en a bénéficié et ensuite dans les années 60, la plupart de la quasi-totalité des pays sous joug francophone ont bénéficié de leur indépendance et un peu plus tard les pays lusophones, donc de langue portugaise, ont également bénéficié de leur indépendance. Bon, comme il a si bien dit, l'ONU est limitée par des moyens. Or, les États-Unis apportent beaucoup à l'ONU. Maintenant, il faut également que les pays africains prennent aussi leur destin en main. Il faut qu'il y ait une certaine solidarité africaine, demander des réparations. Je pense qu'il y a quelques jours, les Pays-Bas ont adressé une lettre à l'ONU qui se proposait de dédommager les pays au nom de leur rôle pendant l'esclavage. C'est déjà un progrès. Mais est-ce que les nations africaines ont fait pression pour obtenir cette réparation-là? Il y a problème, parce que l'Afrique a subi un dépeuplement organisé. Tandis que tous les médias du monde font tout pour que l'on n'oublie jamais la Shoah, donc l'extermination par Hitler des Juifs, mais les mêmes médias ne font pas ce tapage médiatique pour que les pays européens reconnaissent que l'esclavage était un crime et ce crime et les Africains ou les Afro-Américains doivent recevoir des compensations au même titre que les Juifs en ont demandé pour la Shoah. Il faut aujourd'hui que les États qui ont participé à la traite négrière, comme les Pays-Bas, acceptent de reconnaître cela comme crime, acceptent de demander publiquement des excuses et voire même apporter des compensations financières. Monsieur Charmant, ce que vient de dire Monsieur Akono, je me rappelle bien que dans les années 2000, 2001, 2002, voire 2003, il y a eu une conférence internationale tenue en Afrique du Sud où on parlait de la discrimination sur la traite négrière, la traite des Noirs, l'esclavage, la colonisation. Et certains présidents d'Afrique disaient qu'il fallait que les États européens puissent payer de leur prix, puissent payer, mais certains ont dit non. Tel que le président Aziz Bouteflika d'Algérie, qui disait que non, nous devrions vivre avec ça. C'est l'histoire de la mémoire. Il avait été soutenu par le président Sassou Nguesso, qui a dit qu'un peuple qui n'a pas de mémoire n'est pas un peuple, ne peut pas aspirer à l'avenir. Alors il faut toujours garder ça en mémoire. Et d'autres ont demandé qu'il faudrait financer. Qu'est-ce que vous vous en dites? Est-ce que, comme vient de dire Abdallah, est-ce qu'il faut financer ou il faudrait une reconnaissance internationale comme se fait pour la Shoah? Bien, je pense que nous l'avons observé en France et peut-être encore aux États-Unis. Surtout aux États-Unis, pas peut-être encore. Aux États-Unis et une partie des réponses qu'on pouvait trouver en France. Parce que dès la mort de, je vais m'appuyer là-dessus, George Floyd aux États-Unis, il y a eu démantèlement des frustrations parce qu'il y a eu des grands hommes qui ont propagé l'esclavagisme aux États-Unis. Donc ces statuettes qui faisaient la fierté et l'histoire des États-Unis, certaines ont été enlevées. Mais encore que, est-ce que enlever ces statues règle le problème? Justement. Parce que ne soyons pas dans un mouvement de Comme façade. nous savons qu'à Dakar, dans l'état du Sénégal, il y a la statuette d'un baron de l'esclavage. Donc, moi, je dis déboulonner, pour moi, n'est pas... Là, ici, on veut, en quelque sorte, effacer cette partie de l'histoire en enlevant les symboles. Les symboles, nous pouvons les garder. Mais
tout en gardant les symboles, il faut maintenant une réparation morale, une réparation également politique pour qu'il y ait une société plus égalitaire. Bien, j'en viens. Les symboles sont des blessures profondes de nos aïeux. Donc, les enlever, c'était déjà une fierté pour eux. Ensuite, dédommager. Mais c'est perdre la mémoire, quand même. Mais Monsieur Ahmed, c'est frustrant quand vous savez que ce tome dont on fait des éloges a participé peut-être à soumettre une race à l'esclavage. C'est frustrant, même si ça fait partie de l'histoire. Mais l'histoire doit retenir aussi que les esclaves ont été valorisés, mais on ne valorise jamais l'esclave qui a planté la canne à sucre pour que des petits bourgeois prennent leur café. Ils ne sont pas valorisés dans ce sens. Mais tout simplement, Monsieur Charmant, excusez-moi, je vais vous relancer. Tout simplement parce que l'histoire n'a jamais été écrite par les faibles. C'est toujours par des vainqueurs. C'est toujours par le plus fort. Donc vous voyez, pourquoi est-ce que nous-mêmes, les Noirs, nous n'arrivons pas à écrire notre propre histoire tout en mettant cela et l'enseigner? Bien, il y a des Noirs qui ont écrit, mais les meilleures publications ne sont pas publiques. Non, elles moi sont je privées. dirais que le démantèlement des symboles de la colonisation et de l'esclavage est une erreur. Ok, parce qu'on peut également... Alors nous devions vivre avec. Nous devons accepter de vivre avec. En fait, ce sont des témoins de notre passé. Maintenant, aujourd'hui, on se sert de ce passé-là pour améliorer les conditions de vie dans l'avenir. D'accord, on a déboulonné des statues de Léopold à Bruxelles, de je ne sais quel autre esclavagiste en Angleterre, on en a parlé de Bordeaux, de Nantes. À un moment donné, ça nous apporte quoi? Est-ce que c'est ce qui fera en sorte que le noir en France ne soit plus discriminé lorsqu'il veut bénéficier, par exemple, d'un service de police? Est-ce que c'est ce qui fera en sorte qu'aux États-Unis, le noir ne soit plus pris pour cible? Je pense qu'aujourd'hui, il faut des mécanismes plus démocratiques, accepter l'humain, sans dissocier cet humain de son passé. Parce que si ces afro se retrouvent, ces afro-descendants se retrouvent en Amérique, il y a bel et bien des causes. Mais pourquoi vouloir effacer cette cause-là? Mais il faudrait que les générations futures s'en souviennent. La condition du noir doit être une leçon, de sorte que les peuples puissent se dire devant une statuette, nous ne devons plus avoir des gens comme tels. Ça peut même faire l'objet, en fait, ce sont des symboles pédagogiques. Donc, aujourd'hui, nous parlons des droits de l'homme. On peut amener une classe pour dire, voici ceux-là qui sont à l'origine de l'esclavage. Maintenant, nous devons tout faire pour que nous ne soyons pas comme eux. Mais si ces symboles existent déjà, c'est comme même une manière pour le bourreau de détruire les preuves de son passé encombrant. C'est pour moi, je le vois comme pour l'Occident, de gommer son histoire, sa partie la plus négative de l'histoire, en détruisant ces symboles qu'ils ont eux-mêmes élevés. Okay? Aujourd'hui, ce symbole devient encombrant, on gomme. Et dans 20 ans, on dira aux plus petits qu'on n'avait rien fait. Donc on veut en quelque sorte tuer la mémoire de l'esclavage, tuer la mémoire de la traite négrière, tuer, enlever de nos mémoires qu'il y a eu une colonisation. Je pense que ce n'est pas là la solution. La question s'adresse à vous deux, mais nous constatons que les Noirs et les Arabes sont toujours les plus affectés de la discrimination. C'est dû à quoi, M. Charmant? Bien, oui, c'est un peu difficile, mais je parlerai même de l'humain en général, plus que porter atteinte à une personne que vous ne connaissez pas. Au départ, c'est de la violence sur un être humain. Ben, si on approfondit la question, dès lors que ça dépasse les frontières, eh ben, ça devient un problème international. Bien, nous avons remarqué effectivement que les Noirs et les communautés arabes sont peut-être les plus visées. Pourquoi?
À mon sens, peut-être parce que leurs pays sont les plus riches d'abord en termes de que ce soit le noir, énergétiques. Bien sûr. Ou l'arabe. Bien sûr, nous l'avons observé en Irak, nous l'observons dès que l'un de ces petits pays essaye d'amorcer le développement. Alors, bon, s'il ne remplit pas les critères d'appartenance des pays occidentaux du G20, ben, si vous ne respectez pas leurs critères, bon, on vous crée une histoire et puis, bon, on éteint votre règne. Et, malheureusement, les pays frontaliers restent toujours muets. C'est ce que je comprends plus pas dans ce continent. Que fait notre Union africaine quand ces choses arrivent? Point d'interrogation. Bon, moi j'aimerais dire ici pourquoi les Arabes et les Africains sont plus frappés par la discrimination. Oui. Déjà, comme je l'ai dit, il y a un passé colonial qui est là. Il y a eu une traite négrière, où il y a eu une déshumanisation de l'homme noir. Donc, pour l'Occident, l'homme noir, à un moment donné, il y a eu même des thèses soutenues par Hegel, où l'homme noir n'avait pas d'histoire. D'autres ont même dit que l'homme noir n'avait pas d'âme. Donc l'homme noir... Sarkozy est venu redire ça avec force à Dakar. Est assimilé comme étant une bête. Et la bête, l'homme étant en fait le maillon de la chaîne de prédation, donc l'homme noir, en quelque sorte, devait subir la prédation économique, la prédation culturelle, ou l'hégémonie culturelle des nations européennes. Donc, au moment où le système colonial s'est mis en place et que les Occidentaux, par leur avancée technologique, ont assujetti ces peuples-là, de facto, il y a eu une discrimination. Et même là, lorsqu'on parle du noir de l'arabe, mais l'arabe est même encore considéré par rapport au noir. Et lorsqu'il y a l'arabe et le noir, l'arabe considère le noir comme une personne inférieure. Donc voici également des mécanismes de discrimination. Donc les origines sont multiscalaires, mais nous partons toujours dans la question d'actualité du monde contemporain, nous partons toujours du fait qu'il y a eu colonisation, qu'il y a eu assujettissement de la race noire, et qu'entre le monde arabo-musulman et le monde judéo-chrétien représenté par l'Occident, il y a souvent eu ces affrontements culturels-là. Donc, lorsque l'Occident a pris le dessus sur la gestion politique du monde, l'arabe a en quelque sorte perdu un peu de son influence. Parce qu'au Moyen-Âge, la technologie, la culture, les arts étaient arabes. Maintenant, lorsqu'on arrive, après la découverte de l'Amérique, l'Occident prend en quelque sorte le dessus sur le monde arabe et il s'installe ici un climat de domination, de tentation d'assujettissement de l'arabe par l'Occident judéo-chrétien. Donc à partir de là, il y a toujours cette confrontation. Sauf que l'homme arabe, à la différence du noir, n'est pas si docile que ça. Et ce qui donne aujourd'hui naissance à des crises identitaires ou à des revendications plus nationalistes, ce qui aujourd'hui embrase le Proche et le Moyen-Orient. Parce que l'homme arabe a du mal ne veut pas accepter la domination ou l'hégémonie des nations européennes, comme l'a fait les peuples, comme l'ont subi les peuples d'Afrique noire. Et Edmund Cole, en 1987, disait à un moment donné qu'on ne saurait laisser l'Afrique s'industrialiser. On ne saurait laisser l'Afrique s'industrialiser. Parce que nous avions été distraits par l'industrialisation de l'Asie. Et l'Asie aujourd'hui nous fait une concurrence. Donc pour éviter qu'on en arrive à ce niveau, il va falloir tout mettre en œuvre pour éviter une industrialisation de l'Afrique. Donc ici, voilà une autre forme de discrimination. Mais cette discrimination, elle est liée à quoi? Ici, j'ai même l'impression que nous avons un prolongement des philosophies de Nietzsche, de Hegel et de Hitler sur la volonté de puissance.
sur la domination, sur la supériorité de la race. Dans la forme, l'Occident, dans sa modestie politique, ok, parle aujourd'hui de droits de l'homme, mais dans le fond, l'Occident reste raciste. Ne pas le reconnaître aujourd'hui. Vous savez, j'ai un enseignant que je vais saluer au passage, M. Christian Wali, professeur de démographie à l'université. Et je rends également hommage au professeur, au docteur Charles Mboutsou, démographe. Charles Mboutsou, nous étions en plein cours de géographie de la population. Monsieur Christian arrivait à peine, Wali. Et monsieur Mboutsou nous raconte une anecdote. Il est dans le Poitou, un département français, dans un bus. Une dame âgée monte et monsieur Mboutsou veut se lever pour donner la place à la vieille, selon la politesse générale. Lorsqu'une personne âgée, une femme enceinte est dans le même bus que vous, et vous devez lui céder la place. Mais qu'est-ce que la dame dit? La dame dit non, je n'ai pas besoin de votre place, que vous me cédiez la place. Ce qui est mieux, retournez chez vous, comme ça vous n'aurez plus besoin de me céder la place, comme ça prochainement lorsque je monterai dans le bus, la place serait vide. Parce que cette femme estime que le noir occupe la place qu'un petit Français devrait occuper. C'est du racisme. Donc l'Occident est resté raciste. Mais la géopolitique mondiale aujourd'hui et la vulgarisation des TIC voudrait qu'il y ait un monde plus ouvert, où on juge l'homme par rapport à ses compétences. Et en fait, c'est là où la question raciale veut, en fait, tend à vouloir mourir. Mais dans le fond, lorsqu'on enlève la compétence politique, académique, scientifique, on met les humains dans une arène, le blanc pensera que par la différence de la peau, il sera toujours supérieur au noir. Je pense que c'est... Monsieur Charmant, est-ce que le racisme peut-il encadrer le dysfonctionnement économique, vous qui êtes économiste? Bien sûr, le racisme aujourd'hui encadre en point à beaucoup de dysfonctionnements économiques. Nous avons déjà, du point de vue industriel, vous pensez que pourquoi les pays africains ne décollent pas? Est-ce qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter une industrie pour fabriquer telle ou telle pièce, telle ou telle machine? Vous voyez que certains pays africains l'ont déjà. Justement, parce qu'ils bravent. Bon, ils ne le font pas de manière technologique, avec toutes les technologies. Ça veut dire de la matière jusqu'à l'objet. Non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais pourtant, on a des richesses. Pourquoi ces richesses doivent-ils d'abord aller se faire opérer à l'extérieur et puis nous revenir en produit fini? Vous voyez déjà que cette forme, comme l'a dit M. Akonos, au-delà de tout, il y a une forme de racisme au niveau économique. Le fait déjà de ne pas nous donner ce genre de machines, et nous l'avons remarqué même dans nos exploitations pétrolières, dans les années 70 à 80, même 90, peut-être même encore en 2000, il fallait que le syndicat des personnes en charge des hydrocarbures se lève pour dire non, parce que les ingénieurs gabonais, quand ils arrivaient, étaient marginalisés. Ils ne pouvaient pas accéder, voilà, à des machines de haute technologie. Entre-temps, ils maîtrisaient les machines. Donc, il fallait une rupture. Et puis, on sait tout ce que ça a causé comme effet boule de neige. Et le franc CFA aussi est synonyme justement, on en arrive. Économique. C'est une forme de racisme purement économique, puisqu'on ne peut pas dire qu'un peuple est libre. Un peuple doit jouir normalement de son économie, de sa monnaie, de ses matières premières. Mais on est toujours assujetti par une main invisible. Donc la main du colon. La question qui vient s'adresse à vous deux. Nous constatons, c'est un constat, nous l'avons vu dans les années 80, peut-être encore de nos jours, est-ce que vous pensez que le fait qu'une population autochtone soit minoritaire chez elle
et que les étrangers soient plus nombreux peut susciter des velléités de discrimination? Bien sûr, nous l'avons observé. Même entre les peuples, le fait qu'une ethnie soit en conflit avec une autre, voilà, ça crée des tensions. On a vu récemment en Éthiopie un artiste qui a été sauvagement poignardé. Vous avez vu le climat que ça a créé en Éthiopie, des maisons qui ont brûlé, ainsi de suite, les tensions entre les deux ethnies. Mais si on va au-delà de ces faits-là, nous avons vu comment les Sud-Africains se sont fâchés avec les étrangers, Ghanéens, Nigérians et autres, parce qu'ils disaient que ces gens-là venaient pour arracher leur travail et ils avaient des box, mais le Sud-Africain ne disposant pas, peut-être ne connaissant pas comment fonctionne le marché, comment prétendait-il avoir une place là? C'est tout un mécanisme, mais effectivement, on le constate de nos jours, c'est que les minorités, quand ils arrivent, ne viennent normalement pas pour descendre les autochtones. Eux aussi viennent pour se développer. Peut-être ils amènent, parce que c'est un constat que j'ai eu à faire, ils amènent une technologie que nous, on ne connaît pas. Par exemple, les Burkinabés aujourd'hui, qui font aujourd'hui entre griffes la fierté de l'agriculture gabonaise, puisqu'il nous permet de manger des légumes à chaque saison. Mais un Gabonais ne connaissait pas les pratiques agricoles. Tant bien même elles existent au niveau de l'IGAD, mais on n'a jamais pratiqué. Donc, dans nos villages? Oui, dans nos villages, oui, mais en ville. Quand ces gens-là ne travaillent pas, il n'y a rien dans le quartier. Alors, les gens, on voit aller à Montbouette, bon, c'est un peu loin, et puis s'écouter. Rassurez-vous qu'aujourd'hui, avec le projet Graines, hein, nous avons ici des maisons graines. Bien sûr, mais pallier un tant soit peu à ce moment. Mais ça ne booste pas encore les communautés. Parce que ces entreprises, quand elles viennent s'implanter, elles sont éloignées des populations, éloignées des quartiers. On veut qu'elles soient... Elles vivent au niveau des carrefours de la communauté pour essayer de jauger effectivement l'efficacité du projet Graines. Or, l'efficacité de nos frères ouest-africains, elle est bien réelle dans notre vie. Et par la suite, on voit qu'ils sont en train de grignoter nos espaces, ils sont en train d'influencer notre marché. Et ça, c'est une forme de discrimination. Parce que demain, bon, avant, on disait que les étrangers, du point de vue des services de transport, dans le taxi, il n'y avait pas assez de Gabonais qui pratiquaient cette activité. Mais aujourd'hui, quand même, il y a une révolution. On sent, peut-être parce que les frustrations, machin et tout, ou bien on dit souvent que le Gabonais s'est réveillé. Ben, je tais un peu souvent cette expression. J'ai dit non, ben, on veut se faire du fric, ben, tu prends un taxi. Et puis, donc voilà, toutes ces formes-là montrent qu'il y a bel et bien du racisme qui peut anéantir ou bien qui peut freiner l'économie. Bon, ici, pour essayer de rebondir, il y a des expressions propres à la question. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un débat entre minorité opposée à une majorité. Maintenant, la minorité, elle est là, installée, mais c'est quand même sur le plan géopolitique des situations plus ou moins rares où un peuple qui est bien établi sur un territoire devient minoritaire parce qu'il y a eu afflux en fait de personnes venues d'ailleurs. Parce qu'il faudrait qu'on en arrive à des situations exceptionnelles. Et parmi ces situations exceptionnelles, nous avons des conflits où on aura un déplacement de réfugiés d'un point à un autre, où on aura des déplacements. En fait, à l'intérieur d'un territoire, on parlera des déplacés. Et lorsqu'on sort du pays, on parlera de réfugiés. Donc, il va falloir qu'on en arrive à ces situations exceptionnelles pour que l'équilibre démographique d'une région soit complètement bouleversé. Je pense qu'aujourd'hui, l'une des régions qui subit cette forme-là,
nous avons le cas du Proche-Orient avec la création de l'État d'Israël qui a entraîné le déplacement ou la dispersion des Arabes palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Égypte. Donc, nous nous retrouvons dans certaines situations ou dans des localités au Liban, en Syrie, où les réfugiés palestiniens deviennent plus nombreux que les populations syriennes, libanaises ou jordaniennes autochtones. Donc, à partir de là, il peut naître un certain antagonisme entre ces populations-là. Parce qu'il y aura maintenant quoi? Un problème de gestion des ressources disponibles. Donc, le peuple qui devient minoritaire va se sentir en danger au moment où ses ressources, ses moyens de subsistance vont être menacés par celui qui est arrivé. Tant que le peuple autochtone tire encore profit de ses ressources, tire même profit de celui qui est arrivé, il n'y aura quasiment pas de conflit. Mais le conflit naît lorsqu'il y a déjà un enjeu. Et l'enjeu devient ici quoi? La ressource disponible, les moyens de subsistance ou même l'exercice du pouvoir. Parce que lorsqu'il y a déséquilibre démographique, celui qui est arrivé est déjà en même de prendre le pouvoir. Et lorsque nous analysons la crise ivoirienne, elle est fondée sur la question identitaire. Il y a une discrimination que les populations du nord de Côte d'Ivoire ont subie depuis l'indépendance de ce pays et que cette discrimination-là continue à se perpétrer et cela a donné lieu à la crise en Côte d'Ivoire. Parce que pour les sudistes, chrétiens, baoulés et autres, il n'était pas normal que ceux qui viennent du nord, qu'on appelle les Djoula, exercent le pouvoir politique en Côte d'Ivoire parce que pour eux, c'est des personnes, des immigrés qui sont venus travailler dans les plantations de cacao et se sont installés. Donc il fallait perpétrer la situation d'immigrés et cela a donné lieu à la crise post-électorale parce que ceux qui se disent autochtones, détenteurs de la terre ou bien ivoiriens dans toutes les formes possibles se sont sentis menacés par les Djoula, dont certains seraient originaires de Guinée-Conakry, d'autres seraient originaires du Burkina Faso, d'autres seraient originaires du Mali, d'autres viendraient du Niger, voire même du Ghana. Donc, à un moment donné, donc, la souche, celle qui se réclame de l'ivoirité, c'est l'expression qui avait été consacrée lors de ce conflit, se sent aujourd'hui minoritaire en Côte d'Ivoire. Ah, c'est le fait de l'industrie du cacao qui est à l'origine de ce renversement démographique où ceux qui étaient majoritaires aux indépendances deviennent minoritaires aujourd'hui et cela a eu un impact sur le fichier électoral. Et cet impact s'est matérialisé par l'accession de Ouattara au pouvoir et de la mise en place d'abord d'une rébellion venant du Nord qui est venu renverser le pouvoir loyaliste au sud et Ouattara, à la fin du processus, a été élu président soutenu réellement par cette masse de population venue du Nord. La question s'adresse à vous deux. Mais est-ce que ici, au Gabon, chez nous, on peut parler aussi de racisme? Parce qu'il y a des expressions que l'on attend. Tout sauf telle ethnie, tout sauf les femmes, tout sauf les Pounous, tout sauf ceci, cela. Est-ce que ce n'est pas une forme de racisme chez nous, ici? Nous, bon, vous savez que pendant les échéances politiques, dont des candidats peuvent adopter des comportements pour déstabiliser certainement les adversaires. Mais je ne vais pas dire ouvertement ou bien je ne veux pas le dire. Vous voulez cacher alors? Bon, pas le cacher, mais quand même, je pense que c'est des techniques de dissuasion. Donc, la personne. Bon, moi, j'aimerais quand même dire, il faut voir comment nos États ont été conçus. Ouais. OK? C'est-à-dire qu'aux indépendances, ce n'est même pas le cas du Gabon. C'est le propre des États en Afrique francophone. C'est-à-dire qu'ici, la puissance coloniale, en allant à confier le pouvoir à une élite. Et on a emmené ces élites-là à s'accaparer du pouvoir. Et dans la mentalité bantou, je m'en vais travailler en ville pour développer d'abord mon village,
pour permettre l'ascension sociale de mes frères restés au village. Donc, ceux qui ont hérité du pouvoir n'ont pas vu l'intérêt national. Certains ont d'abord vu quoi? Ont mis en branle la mentalité propre au peuple bantou. Je développe d'abord mon village. Si j'ai des frères assis au village, si je suis le chef, je vais les tirer. Et tant que ça peut durer, on sera là et nous allons tout mettre en œuvre pour empêcher aux autres d'accéder au pouvoir. Ça a été la question au Rwanda qui a entraîné le génocide rwandais, l'exercice du pouvoir, le partage du pouvoir, tout sauf tel, tout sauf tel. Et dans le cas du Gabon, ici, il y a une géopolitique qui avait été mise en place aux indépendances. Donc, notons d'abord que lorsqu'on a le fameux référendum, Jean-Hilaire Obama a eu plus de conseillers que les Yomba. Mais pas un jeu d'alliance parce que l'autorité coloniale a eu peur de la majorité, qu'il y ait un peuple majoritaire à la tête du pays. Sinon, ce serait la fin peut-être de leur hégémonie. Pour qu'il n'y ait pas d'État-nation, il fallait maintenant mettre ce qu'on peut appeler un consortium au pouvoir, où on trouvera un peu de tout. Et à l'intérieur de ce consortium, il y a eu alliance, de fait, entre Stanislas Mingolet, les Yomba, il y a eu Ngonju, et cette fusion a permis de battre Jean-Hilaire Obama, et c'est comme ça que les Yomba se retrouvent Premier ministre dans l'Union française, et aux indépendances, les Yomba se retrouvent président. Et à la fin, à la mort de les Yomba, le pouvoir il est confié à Omar Bongo, et Omar Bongo Albert Bernard Bongo, mais Albert Bernard Bongo dans le souci de tuer le tribalisme politique. Donc il y avait une démocratie sur fond de repli identitaire. Des indépendances à la création du PDG a mis un terme à ce pluralisme-là pour n'avoir qu'un parti unique. Et au sein de ce parti unique, il a mis en place une certaine géopolitique. Donc, à partir de cette géopolitique, il y a eu certaines discriminations basées non sur la compétence, mais sur l'appartenance ethnique. C'est-à-dire que déjà même le portefeuille de Premier ministre était une discrimination sur Omar Bongo. De Léon Mobiamajan, il est un agent à Yorondon. Nous n'avions eu que des fonds, et pas des fonds de tout le Gabon, mais d'une certaine région étaient-ils les plus compétents. Mais les fonds ne sont pas sur toutes les sur territoire. Sur 5, parce que là, il y a eu une discrimination basée sur l'origine culturelle. Fonds, il fallait être fonds de l'estuaire. OK? De Cocobiche, de Libreville, de Zamaliré, etc. De Kango. Ils se sont partagés. Le poste de premier était-il les plus compétents? Voici ici une marque de discrimination que Omar Bongo a mis en place lors de sa géopolitique. Maintenant, la question ethnique, et certains posant la haute administration, en fait, on donnait l'impression que c'était la chasse gardée des ressortissants de certaines localités, de certains groupes ethniques dans la géopolitique d'Omar Bongo. Mais nous l'avions compris peut-être parce qu'il fallait à un moment donné amener le Gabon à devenir un État-nation et donner l'impression à toutes ces composantes socio-culturelles de participer à la gestion de la chose commune. C'était ça, je pense, la vision d'Omar Bongo. Mais le problème naît lorsque... Il faut savoir que nous sommes sortis de cette géopolitique depuis 2009. Depuis 2009, bon, est-ce que nous sommes sortis de la géopolitique? Bien, moi je veux essayer de... Est-ce que nous sommes sortis de la géopolitique? C'est également une question parce qu'on a vu, bon, il y a eu des tentatives, il y a eu des essais de sortie. Bon, aujourd'hui, avec la nouvelle composition, on peut quand même dire on peut parler aujourd'hui d'une certaine rupture. OK? Dans certains aspects. Mais le problème ethnique se pose, comme il a si bien dit avec acuité, lorsqu'il va maintenant falloir discuter le fauteuil suprême. Très bien. Bon, très rapidement, nous sommes arrivés au terme comme de notre le émission. disait Adam Smith, la somme des intérêts individuels fait l'intérêt collectif. Donc, quand Omar Bongo met en place la géopolitique, c'était pour que chaque
composants de la société puissent se retrouver et développer l'arrière-pays, comme vous l'avez si bien dit. Mais on a vu que avec nos intérêts égoïstes, nous nous sommes accaparés pratiquement de toutes nos provinces. Nous avons voulu faire la loi, et puis ça n'a pas marché, malgré les... Merci Charmant. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Rapidement, votre mot de la fin, M. Charmant, en 2 secondes, s'il vous plaît. Bien, moi je pense qu'il faut émettre une loi internationale pour lutter contre la discrimination. Une loi qui doit être universelle et réactionnelle à chaque fois qu'il y a des problèmes raciaux. Bon, moi je pense que dire qu'il y aura plus de discrimination est une utopie. Parce que même dans nos familles, il y a déjà des mécanismes de discrimination qui se mettent en place. Maintenant, il va falloir peut-être parler de discrimination positive, discrimination fondée sur le mérite, discrimination fondée sur la capacité d'un homme à contribuer au développement et non de discrimination qui nous conduisent à tuer les intellects. Merci, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous avons abordé la thématique de la discrimination raciale dans le monde, précisément entre le blanc et le noir. Il ne faut pas se voiler la face, mais sachez que nous devrions vivre avec, parce que ça fait partie de notre histoire. Nous, les descendants des Noirs, des Africains, qui ont subi cette traite négrière, cette colonisation. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous saluons comme ça tous ceux qui ont pris la peine de nous envoyer des messages que nous n'avons pas eu le temps de les lire, parce que nous avons maintenant cette rubrique au sein de notre émission, lire un peu vos messages. Merci à Gaël Miyindou qui nous fait un coucou depuis Port-Gentil. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت